Amis du net, bienvenue. Comme vous l'avez constaté, durant toute la semaine, nous avons parlé de la situation de l'économie dans la région. Pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau le professeur Babacar Ndiaye, économiste à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Monsieur Ndiaye, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier votre directeur général et toutes les personnes qui composent votre organigramme, en vous souhaitant tous mes encouragements. Monsieur Ndiaye, après plusieurs reportages dans beaucoup de secteurs comme l'agriculture, le commerce, l'artisanat et le tourisme, on a vu que tous ces secteurs ont aujourd'hui chuté. Nous allons donc démarrer par l'agriculture. On sait que la Casamance était considérée comme le grenier du Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, cette image colle à la réalité? Alors, de mon point de vue, cette image ne colle pas à la réalité. Comme on peut le constater, les agriculteurs et particulièrement les organisations paysannes rencontrent d'énormes difficultés. Tout d'abord à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord l'accès aux semences, avec tous les problèmes que nous avons, et surtout aussi concernant la distribution des récoltes. Vous savez, malheureusement, avec l'enclavement que vivent aujourd'hui ces agriculteurs-là, il leur est très très difficile, après production, d'écouler leurs produits. Ce qui me semble effectivement poser le problème des pistes de production. Certes, nous avons plusieurs projets et programmes qui font de leur mieux pour effectivement résoudre ce problème. Mais il faut dire que le problème reste entier, dans la mesure où l'agriculteur qui est au fin fond de la forêt ne parvient toujours pas à écouler sa production, malgré les efforts fournis. Voilà, vous avez dit tantôt les difficultés que rencontrent les paysans en général. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour relever en fait l'agriculture en Casamance? Alors, tout d'abord, vous savez, hein, lors de la visite de son Excellence le président Macky Sall en 2014, la Casamance a été décrétée zone touristique spéciale. Alors là, il ne s'agit que du secteur du tourisme. On va y revenir plus tard. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi cela n'a pas été déclaré au niveau de l'agriculture en donnant des subventions aux agriculteurs conséquentes, donc je dis bien des subventions conséquentes, et leur faciliter aussi l'écoulement des produits. Parce qu'il faut savoir que dans le contexte mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui, et dans tous les pays développés, nous avons les villes et les régions reculées, comme par exemple Ziguinchor. Par exemple, vous allez dans un pays développé, en général, les campagnes, le coût de la vie coûte beaucoup moins cher, alors que c'est l'inverse ici dans les pays en voie de développement. Ce qui semble effectivement poser le problème des coûts de transaction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un produit qui coûte à Dakar 100 francs, coûte à Ziguinchor par exemple 100 francs et plus, n'est-ce pas? Alors, ce degré de pourcentage-là en plus devrait être pris en considération par l'État en termes de politique publique de développement. C'est la raison pour laquelle il faudrait prendre des mesures fortes allant dans le sens de favoriser les produits locaux qui sont produits à Ziguinchor et surtout inverser la tendance envers les produits qui nous viennent des Niayes. Parce que là, je pense que c'est très très important. Considérer la région de la Casamance comme étant le grenier et accepter à un moment que des produits nous viennent du nord, cela effectivement remet en cause le concept de grenier que l'on octroie toujours à la région de la Casamance. Est-ce qu'on peut s'attendre toujours à ce que la Casamance soit le grenier du Sénégal? J'ai dit oui. Alors, il faudrait aussi qu'on sache que l'État a son devoir en matière de politique publique de développement. Cela veut dire que si la situation est difficile, certes, il faut le dire, mais il faudrait que les pistes d'abord de production et surtout aussi mettre en œuvre des moyens conséquents consistant à l'écoulement des produits. Comme je disais tantôt, nous constatons que, par exemple, un produit qui est produit à Ziguinchor, pour l'écouler au nord, particulièrement à Dakar, les transporteurs perdent beaucoup de temps. Et cela va se répercuter malheureusement sur la qualité du produit,
mais aussi sur le prix du produit. Parce que la mangue qui est produite, au bout de 3 à 4 jours, peut périr. Est-ce que vous voyez? Comme tout ce qui est relatif aux produits halieutiques, il y a de très bons potentiels, très très conséquents. Mais je veux dire par là qu'il faudrait qu'à partir de Ziguinchor jusqu'à Dakar, qu'on puisse avoir une voie de contournement. De mon point de vue, d'abord pour le désenclavement, parce que le passage avec la transgambienne pose aux transporteurs beaucoup de problèmes. Et même s'il faut le dire, il y a des efforts quand même qui ont été faits avec la mise en place des 2 bateaux, Djombon et Agen. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Avec l'arrivée de ces 2 bateaux, Agen et Djambon, l'écoulement des produits comme les mangues peuvent aussi changer quelque chose. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça peut aussi changer, mais il y a encore des efforts supplémentaires à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi voir le producteur qui veut écouler son produit a déjà effectivement ses intrants. Alors, arrivé au port, si malheureusement le coût d'écoulement de ce produit-là lui coûte cher, il va aussi les répercuter sur le produit de vente. Alors, il me semble aussi important de souligner à ce niveau-là que l'État doit aussi apporter des mesures fortes. Et même si les 2 bateaux sont là, il faudrait aussi favoriser l'écoulement par la route. Et je pense que c'est ce qui peut permettre de manière conséquente, n'est-ce pas, de donner à l'agriculteur ce qui lui appartient. Et de mon point de vue, le potentiel et le grenier dont on parlait, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Et comme je le disais, la transgambienne, de mon point de vue, constitue un obstacle qu'il faudrait contourner. Et le contournement ne peut passer que par des mesures de politique publique très très fortes. Voilà, même dans le secteur de la riziculture aussi, la productivité a baissé. Quels sont les facteurs qui peuvent justifier cette situation? Alors, parmi ces facteurs-là, quand même, il faut noter le fait que, historiquement, on a la crise quand même. La crise casamançaise qui, malheureusement, nous a amenés à l'état où nous sommes. Même s'il faut souligner le fait qu'il y a plusieurs projets de développement qui sont en cours d'exécution. Je veux citer par là le PPDC, le PADEC, ainsi de suite. Nous avons plusieurs programmes et projets de développement qui sont gérés par des agences. Et l'État a mis beaucoup d'argent. Par exemple, le PPDC, ça avoisine quasiment les 23 milliards. Et parmi un des points fondamentaux de ce projet, nous avons l'augmentation de la production agricole. Et à ce niveau-là, nous avons la production risicole. Il y a des mesures qui sont en train d'être prises en partant de la semence jusqu'à la récolte, n'est-ce pas? Et je pense que malgré tous ces efforts-là, les difficultés sont toujours là. Mais je pense que le fait de rassurer les populations d'abord et surtout de les accompagner peut nous permettre, n'est-ce pas, de remonter encore la pente. Quelles sont aujourd'hui les solutions pour enfin, comme je l'ai dit tantôt, relever l'agriculture en Casamance? Alors, pour relever l'agriculture, il faut d'abord souligner qu'à ce niveau, l'agriculture ne peut pas aller sans l'élevage. Sans l'élevage. Alors, c'est dans la mesure, n'est-ce pas, de mettre en place un type d'élevage moderne qui peut parallèlement permettre aux agriculteurs, n'est-ce pas, de se voir dans ces politiques-là et aussi d'augmenter leur production. Il y a des semences qui sont agréées, mais malheureusement, donc je dis bien malheureusement, nous constatons qu'avec l'expérience du PPDC, les populations les plus reculées, et particulièrement ceux qui sont à Sédhiou et à Kolda, sont un peu réticentes du point de vue de la mise en pratique ou bien de l'application de ces semences-là. Parce qu'effectivement, il faut dire que la région est telle que les agriculteurs sont un peu ancrés dans leur tradition, dans leurs racines. Ce qu'il faudrait effectivement discuter avec eux, et privilégier la concertation, n'est-ce pas? Et surtout, comme je disais tantôt, les accompagner et aller dans le sens de la modernisation de l'agriculture. Tous les pays qui sont développés, lorsqu'on parle des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine,
D'abord, c'est le concept d'autosuffisance alimentaire. La sécurité alimentaire est aujourd'hui une question fondamentale. Et lorsqu'on parle de grenier, il suffit de reprendre les choses en main, de mettre en avant l'agriculture et de prendre des mesures fortes. Et je pense que le fait d'aller dans le sens de la modernisation risicole, comme ça se fait présentement dans le Nord, n'est-ce pas, pourrait permettre, n'est-ce pas, à l'agriculteur qui sont dans les régions du Sud de relever un défi. D'autant plus que nous parlons d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. Et je pense qu'une bonne partie, n'est-ce pas, avec la Sodagri, n'est-ce pas, qui est en train de mettre en œuvre des mesures fortes. Mais je dis tantôt qu'il n'y a que l'accompagnement, la sensibilisation et la modernisation qui peut permettre, n'est-ce pas, de relever un défi et de maintenir le concept de grenier de la région au niveau de Ziguinchor. Voilà, chers internautes, nous sommes toujours avec le professeur Babacar Ndiaye, économiste à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Monsieur Ndiaye, nous allons attaquer le tourisme. On a vu qu'avec son état actuel, est-ce que le tourisme peut être un facteur de développement pour la Casamance? Alors, je suis tantôt dubitatif quand même par rapport à ce secteur-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel et parallèlement beaucoup de difficultés. Alors, moi je dis toujours qu'en matière de politique publique, il est important, parfois, lorsque des mesures fortes sont prises, arriver à un niveau de faire une évaluation pour voir exactement où est-ce qu'on va. Comme je disais tantôt, en 2014, il a été déclaré pour la région de Casamance une zone touristique spéciale d'intérêt national. J'allais même revenir pour cette question. On y va. Alors, bientôt 2 ans, où est-ce que nous en sommes? C'est à cette question-là qu'il faudrait répondre. C'est vrai que la région de Ziguinchor et la côte balnéaire donc, de Cap Skirring, n'est-ce pas, ont un potentiel très très important pour relancer le tourisme. Mais malheureusement, nous voyons que les hôtels sont en train de fermer, tristement. Alors, et cela, malheureusement, va se répercuter sur l'emploi et une augmentation du chômage, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il est important, là, de s'asseoir avec les acteurs du secteur touristique pour faire une évaluation de cette mesure-là. Et à partir de des résultats, éventuellement, il serait important de voir par quelle direction, n'est-ce pas, cela peut nous amener. Voilà, vous avez dit tantôt les mesures prises par le chef de l'État lors de sa tournée économique en Casamance en février 2015. Est-ce que ces mesures peuvent permettre de relancer le tourisme dans la région? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'investissement privé concernant ce secteur spécifique, s'il n'est pas rassuré avec tout ce qui s'est passé au niveau de la zone de la Casamance, ne pourra pas venir investir dans la région. Parce que vous savez, les bailleurs de fonds qui ont de l'argent et qui veulent venir investir ne regardent que 2 indicateurs, la sécurité et le profit. Alors, c'est vrai que les difficultés sont là. Maintenant, nous savons que les grands groupes touristiques sont toujours intéressés par la région. Mais je dis bien, même si nous sommes en phase de consolidation des acquis en termes de sécurité, il faudrait encore continuer à travailler davantage pour consolider les acquis en termes de sécurité, rassurer les investisseurs et leur permettre de venir investir dans la région. N'est-ce pas? Et ce qui me paraît effectivement fondamental pour relancer le tourisme. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités à faire à ce niveau-là. Mais malheureusement, à l'état actuel, nous constatons que rien n'est fait. Et il n'y a que les acteurs qui sont dans le secteur et qui peuvent donc vous dire exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, les difficultés sont là, les défis sont à relever. Et en tout cas, il y a bon espoir pour permettre effectivement une relance de ce secteur-là. Vous avez parlé tantôt de sécurité. Est-ce que c'est aussi un facteur qui peut freiner aussi le tourisme en Casamance?
Mais bien sûr. La sécurité, parce bien que sûr. vous l'avez évoqué tantôt. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi je disais qu'il y a d'énormes efforts qui sont en train d'être faits pour le retour de la paix définitive. Même si la paix est là, il faut la consolider. Il faut la consolider, rassurer les partenaires, n'est-ce pas, de développement pour qu'ils reviennent, pour qu'ils sachent que le potentiel qui est là, il faut l'exploiter et leur permettre aussi de venir faire la promotion de la Casamance, qui est vraiment une partie du Sénégal magnifique, qui a beaucoup de potentiel, mais lequel des potentiels n'est pas exploité malheureusement. Et je pense que l'on soit dans le public ou dans le privé, nous avons tous intérêt quand même à s'appuyer, surtout, je dis bien, sur la coordination entre les projets, les programmes et les agences de développement qui sont au niveau de la région pour avoir un projet commun qui est le développement économique de la Casamance. Et je vais rebondir sur ce point-là qui me semble très très important. Parce que vous savez, la région de Casamance ou bien donc de Ziguinchor et particulièrement est la région où on a le plus de projets et de programmes de développement. Et malheureusement, il y a une cacophonie totale et une manque de coordination entre les projets de développement. Ce qui fait que chaque programme ou chaque projet a un objectif spécifique. Mais l'absence de coordination peut faire de telle sorte que deux projets ou bien deux programmes communs peuvent avoir le même objectif, dépenser des montants conséquents et au final, on n'a pas les résultats escomptés. Ce qui me paraît fondamental aussi, d'être une mesure que nos politiques doivent prendre en considération pour favoriser la coordination de l'ensemble des projets et des programmes qui sont en cours d'exécution au niveau de la région. Parlons d'industrie à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'industrie en Casamance? Alors, je dirais non. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques jours, là, on est en train de suivre l'humeur, entre guillemets, donc, de nos braves salariés qui sont au niveau de la SUNEO. C'est vrai que même moi qui suis universitaire, nous avons toutes les difficultés malheureusement pour que nos étudiants qui sont au niveau de l'université puissent trouver un stage de fin d'études. Pourquoi? Parce que le contexte de la région ne le permet pas. Je disais tantôt que l'investissement privé a besoin de sécurité et de profitabilité. Certes, malgré les efforts qui sont faits, le constat est là. Et je pense que par rapport à cette mesure-là, l'industrie est vraiment arrivée sur une pente qui n'est pas confortable au niveau de la région. Et cela justifie encore une fois le taux de chômage qui est très très élevé et qui avoisine, je dirais, les 9%. Est-ce que vous voyez? Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faudrait que l'État, comme il l'a fait pour le tourisme, n'est-ce pas, en considérant qu'il faut favoriser l'investissement touristique, il faut faire de même pour l'industrie, pour effectivement permettre aux investisseurs de venir investir dans la région et avoir les mêmes avantages fiscaux. Et je pense que ça, c'est fondamental. Cela pourrait éventuellement permettre de résorber le chômage et de favoriser effectivement la consommation et l'emploi. Est-ce que la Casamance peut-elle se développer sans l'industrie? Alors, c'est une question un peu difficile. Il faut répondre par oui et par non. C'est vrai qu'aucune économie présente ne peut se développer sans l'industrie. Après, parallèlement à l'industrie, il faudrait, comme je le disais tantôt, donc, favoriser la construction des pistes et des routes, n'est-ce pas, pour permettre l'écoulement de tous les produits, n'est-ce pas, qui seront ultérieurement mis en place par les industries. Parce qu'il ne sert aussi à rien d'investir sans pour autant savoir ex post à qui est dédié effectivement les produits à la consommation. Comme nous l'avons dit tantôt avec l'agriculture, si nous produisons des produits agricoles qui seront écoulés à Dakar et que nous avons des difficultés, parallèlement, si une industrie forte est mise en place et que les produits finis doivent aller à Dakar et que nous avons les mêmes problèmes, cela aussi effectivement mérite une réflexion avant ces politiques-là.
Et je pense que la coordination de ces deux politiques-là pourrait effectivement permettre donc, de relancer l'industrie. Donc, de ce point de vue-là, oui, parce que toujours la question de l'emploi revient. Non. Alors, non, parce que lorsqu'on parlait tantôt de grenier, parce que vous savez, hein, la Casamance est une région vaste et riche. Et rien que l'agriculture peut faire vivre tous les Casamançais. Donc, si des investissements à bon escient sont mis en place, je dirais que dans ce cas, le poids de l'agriculture pourrait l'emporter sur l'industrie. Mais, comme je disais tantôt, c'est des mesures fortes qui doivent être prises et tout en favorisant la coordination entre ces mesures-là. Voilà, nous allons parler du dernier secteur, le commerce. Est-ce que le dragage du fleuve Casamance peut booster aujourd'hui le commerce dans la région? Tout à fait. Je pense que quand même, il y a beaucoup d'efforts là qui sont en train d'être faits avec la coopération, je pense, entre le Sénégal et les Pays-Bas, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que, prenons uniquement l'exemple de la production de mangue ou particulièrement du noix de cajou, hein, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que lorsque les Indiens, durant une période bien précise de l'année, viennent nous acheter ces produits-là pour les écouler donc, en Inde, et malheureusement, ces produits-là passent par la Gambie. Je pense qu'il y a là un manque à gagner quand même qui pouvait être récupéré. Et je pense que faire de telle sorte que les gros porteurs qui sont au port de Dakar soient au port de Ziguinchor, je pense que dans ce cas-là, on pourrait quand même relever un défi énorme. Un défi énorme. Et je pense que cela est une mesure forte qui est en train d'être mise en place, qu'il faut accompagner. Et je pense que si ce projet-là voit le jour, la région de Ziguinchor, quand même, serait vraiment une région qui va attirer beaucoup d'investisseurs. Des solutions pour l'économie en Casamance? Alors, des solutions pour l'économie, c'est d'abord faire une évaluation de l'état d'exécution des projets en cours. Et à partir de ces résultats-là, l'État peut faire des recommandations allant dans le sens d'abord de rassurer les populations, les inciter au retour à la terre, les accompagner pour industrialiser l'agriculture, accompagner aussi le secteur de l'artisanat, faire une évaluation nette. Aussi, on peut penser la connexion entre le tourisme et l'artisanat, qui, de mon point de vue, a aussi son rôle à jouer. Et c'est l'ensemble de ces mesures-là qui peuvent permettre à l'État de consolider les acquis qui sont en cours, mais aussi toujours de continuer à accompagner, n'est-ce pas, le contexte de la région de Ziguinchor. Et je pense que si nous faisons cela, nous pouvons avoir quand même de très bonnes perspectives en matière de politique publique de développement. Voilà, M. Ndiaye, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Juste votre dernier mot. Alors, mon dernier mot, c'est d'abord vous remercier, encore vous encourager. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de démarrer donc, un groupe comme le vôtre, surtout concernant les médias, avec la concurrence. Mais en tout cas, je vous remercie de cette invitation et vous souhaitez vraiment plein de succès dans vos projets. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez Maïmouna Ba la semaine prochaine pour un autre dossier de la semaine.